Je vous donne la parole, Monsieur Sacha Carlson. Merci. Merci beaucoup, et merci beaucoup pour cette présentation. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici. C'est vrai que la dernière fois que j'étais ici, Marc Richir était ici aussi, dans cette même salle. Donc ça fait drôle, c'était voilà, l'occasion d'un colloque tout à fait passionnant. Et si je me rappelle bien, Étienne Tassin était là également. Donc voilà, tout ça est un peu émouvant. Quoi qu'il en soit, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour essayer de tracer quelques lignes qui vont nous permettre, je l'espère, de clarifier, de comprendre et d'interroger cette œuvre, cette pensée qui a débarqué comme un extraterrestre dans la phénoménologie française, qui est celle de Marc Richir. Tant que faire se peut, je vais essayer, je sors d'une petite grippe, donc mes énergies, je vais essayer de les mobiliser au maximum. Tant que faire se peut, je vais essayer de ne pas lire tout simplement un texte, mais de vous présenter un certain nombre d'axes et de réflexions. Je reviendrai à mon texte lorsque j'aurai besoin d'une béquille. À titre personnel, je n'ai jamais très bien compris ce qui faisait le sens de lire simplement un texte devant des gens. Moi, je préfère lire dans mon salon un texte, c'est un petit peu plus confortable. Voilà, mais ça, c'est une question de style. À chacun son style. Un premier point que j'aimerais aborder avec vous, si vous avez jamais eu l'idée et la folie d'ouvrir un livre de Marc Richir, c'est d'essayer de situer, de comprendre ce qui fait la spécificité de son style à peu près incompréhensible. Quiconque a déjà ouvert un ouvrage, au départ, ne comprend à peu près rien. On a l'impression constamment d'arriver trop tard, comme si quelque chose de sa pensée avait déjà été mis en jeu ailleurs, avant, après, bref, dans un autre endroit auquel, a priori, nous n'avons pas accès. Moi, j'ai fait cette expérience-là, et ce n'est pas pour vous parler de moi que je vous dis ça, mais je suis sûr que cela peut faire écho à vous. À l'époque où j'ai fait cette expérience, Marc Richir était à peu près inconnu. Donc j'ai dû... alors il y avait quelques chercheurs ici et là qui travaillaient sans se connaître les uns les autres, donc on avait l'impression d'être complètement isolés et seuls. Donc j'ai fait un travail d'archéologie en me disant, si je ne comprends rien à ce texte, il suffit simplement d'aller voir le texte juste avant, dans lequel sans doute l'élément qui me manque viendra. Bon. Et donc là, le trajet que je me suis mis à faire, c'est forcément d'aller de texte en texte, en texte, en texte, jusqu'à essayer de trouver le premier. Alors, imaginez qu'à cela s'ajoute la difficulté d'antan, à savoir que ces textes étaient à peu près introuvables, donc vraiment prendre son sac à dos, aller à telle bibliothèque nationale pour essayer de trouver des archives etc. Enfin, les archives, les textes dans texture, etc., c'était vraiment très difficile à trouver. Pour me rendre compte, peut-être en avez-vous fait l'expérience également, que lorsqu'on finit par retracer la ligne généalogique et archéologique, qu'on en arrive donc au premier texte, eh bien ça n'explique rien du tout. Donc il s'agit d'un style constitutif de la pensée de Marc Richir, tel est mon point d'introduction, que on fonctionne avec des indéterminités de principe. Ça ne veut pas dire pour autant que se référer à l'histoire, au passé, aux origines de la pensée de Marc Richir soit vain, bien au contraire, je vais y venir dans un instant, mais cela peut nous aider à comprendre le questionnement, l'interrogation principale de Marc Richir, mais en aucun cas ça nous donnera des clés pour comprendre exactement de quoi il parle. Ceci étant dit, voilà, c'était pour la petite histoire et pour l'anecdote, mais il y a quelque chose de fondamental là-dedans. De fondamental parce que vous ouvriez n'importe quel texte de Marc Richir, vous allez voir que
on commence par lancer quelque chose. On commence par exposer une thèse qui n'est pas dite comme telle, qui est annoncée comme quelque chose allant de soi, mais qui va être travaillé, qui va être creusé, qui va être mobilisé, qui va être vérifié tout au long du livre. Voilà, ceci est ce trajet-là que l'on trouve sans cesse. Je vais vous expliquer d'où ça vient, ça. Et que plus que d'une singularité de style, plus que d'une manie d'écriture, il s'agit d'un problème et d'une option architectonique tout à fait précise. En l'espèce, c'est une systématique ou une architectonique qui s'ancre dans la pensée de Fichte. Je vais y venir. Mais tout d'abord, le titre de ma conférence, c'est « La phénoménologie transcendantale chez Marc Richir ». Il y a évidemment deux termes ici qui seront les deux grandes parties de mon intervention. Évidemment, la phénoménologie, qu'est-ce qu'on entend par là ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Comment mobilise-t-il la réflexion phénoménologique ? Et en quoi, ce sera la deuxième partie, cette réflexion phénoménologique peut-elle être dite transcendantale ? Évidemment, dans un premier temps, on se dit, bah oui, c'est husserlien. Le terme même de phénoménologie transcendantale se réfère explicitement à Husserl. Et pourtant, il y a ici un paradoxe. La première branche du paradoxe, c'est que Richir n'a cessé de se revendiquer de Husserl. Dès ses premiers travaux, vous savez sans doute qu'il fait un mémoire de licence sur Husserl. Un gigantesque mémoire de licence de 400 pages, très influencé de Derrida, et qui, vous savez, des mémoires comme on n'en fait plus, hein. Husserl, Fondation pour la phénoménologie transcendantale, 1897-1913. Paf, voilà, ça c'est le titre. Et sans cesse, il dira qu'il veut reprendre, refondre, se réapproprier, réveiller la pensée husserlienne. Mais de Husserl, finalement, dans les moments où il cherche à élaborer, à constituer sa propre pensée, de Husserl, il n'est pas beaucoup question. Il est question, tout au contraire, de plein d'autres auteurs. Qui étudie-t-il au tout début ? Il étudie surtout Heidegger, pour commencer. Heidegger, qui n'a cessé au contraire de vilipender, Heidegger, dont il n'a cessé de dire qu'il voulait en sortir, mais en ne cessant de l'étudier de fond en comble. Qui d'autre ? De Merleau-Ponty, de Derrida même, et surtout de l'idéalisme allemand. Donc vous voyez, ce rapport à Husserl est tout sauf simple, et considérer Richir comme juste un héritier de Husserl, la chose serait trop simple. Alors, une dernière chose en guise de préambule, c'est de vous dire que l'orientation phénoménologique de Marc Richir n'est pas évidente non plus. On pourrait se dire, oui, il est phénoménologue, mais hétérodoxe. Eh bien, pas tout à fait, au sens où, très tôt, il a mené de front un certain nombre d'axes de recherche, on va dire parallèles. Le premier, et on voit ça dans son tout premier article, c'est la question de l'esthétique et de l'art. C'est une chose c'est ce que j'appelle le quadruple coup d'envoi qui ont mis en branle son éros philosophique. L'art est une première aspiration fondamentale qui a éveillé sa fibre philosophique. La deuxième chose, c'est la science. Il ne faut pas oublier que Marc Richir est d'abord un physicien. Il a fait une thèse qu'il n'a pas terminée parce que justement il a bifurqué vers la philosophie. C'est d'abord un physicien et s'il s'est mis à la philosophie, c'est justement parce qu'il a compris que la science n'avait pas le dernier mot sur le fond de l'être, sur les questions ultimes qui concernent l'être et le réel. Il me disait souvent, oui, j'étais pythagoricien.
étant tout jeune, parce que je croyais que le fond de l'être était mathématique. Et c'est la lecture de la philosophie de Descartes, pour commencer, et de Kant ensuite, qui m'a convaincu que non, la réponse se trouve ailleurs. Donc l'art, la science et ses limites, et troisième chose, le politique. Il ne faut jamais oublier que Marc Richir est un homme profondément de gauche, que beaucoup d'écrits qu'il a fait étant jeune, ce sont des écrits pratiquement militants, avec une pensée politique qui reste comme une exigence à l'horizon de sa propre pensée, philosophique. Il y a quelque chose de très concret là au fond, avec une exigence pratique qui n'apparaît pas à la première lecture de ces textes, mais qui est fondamentale. Il suffit d'avoir parlé un petit peu avec lui pour s'en rendre compte. Et le quatrième axe, c'est la phénoménologie, qui finalement va engloutir le tout, alors que ces trois premiers axes restent tout à fait vivaces, mais peut-être plus souterrainement. Donc voilà, tout ça pour vous donner une idée de la complexité de la question que l'on va essayer de poser ensemble. Qu'est-ce que la phénoménologie pour Marc Richir, et en quoi, deuxièmement, cette phénoménologie peut être-t-elle dit transcendantale? Toutes les questions que je viens d'énumérer de manière un petit peu sporadique doivent résonner dans ces deux choses, dans cette double question que je veux poser avec vous. Alors, la première question est évidemment celle du phénomène. Ici, nous avons un cas typique de la manière dont Richir fonctionne. Jamais il n'explique au départ de son œuvre, et il faudra attendre 20 ans pour qu'il s'en explique concrètement et encore, ce qu'il entend par phénomène. Et ce qu'il entend avec une formule qui est très bien frappée, mais qui n'est pas éclairante de prime abord, comme ce qu'il entend par phénomène comme rien que phénomène. Il dit, ben oui, c'est ça, c'est ce dont on s'occupe en phénoménologie, tout le monde sait ça. Pourtant, l'expression ne sonne pas très husserlienne. Un husserlien de stricte obédience dirait le phénomène, c'est un vécu intentionnel. Donc, un vécu qui se rapporte intrinsèquement à son objet, donc à quelque chose, certes non pas un objet réel, mais qui, dans sa transcendance même, se rapporte à son objet. On verra que ce n'est pas tout à fait le cas chez Marc Richir. Et il s'en explique dans son premier livre, avec une question magistrale, son premier livre publié chez Jérôme Millon. Vous savez, cette maison d'édition qu'il fonde, il ne fonde pas la même maison d'édition, mais il lui donne un coup d'envoi par la création de la collection Crisis en 1987. Une toute petite maison d'édition qui a bien fructifié, mais qui n'était rien du tout. Et le premier numéro de cette collection Crisis qu'il dirige, c'est donc Phénomène, temps et être. Un livre à peu près illisible et incompréhensible. Je n'ai jamais compris comment Jérôme Millon avait accepté de publier ce livre en tout premier numéro de la collection. Pour la petite histoire, Jérôme Millon et Marie-Claude Carraras, qui est sa compagne, on devrait appeler cette édition Jérôme Millon et Marie-Claude Carraras, m'expliquaient que lors de leur première foire du livre, ils cachaient ce livre-là de peur que les gens ne s'enfuient effrayés de voir cette prose à peu près illisible. Mais excuse-moi, mais le livre lui-même s'ouvre sur une citation superbe de Melville. Tout à fait. Mais Jérôme Millon me disait aussi, ce qui était curieux, c'est que pas mal de personnes avaient été captivées et intriguées par ce livre, contre toute attente. Ça avait donné des choses.
par un public inattendu parfois, mais voilà, ça avait mordu ça et là. Bon, pourtant, le début du livre est assez clair. Je cite. « Après plus de 3/4 de siècle de tradition phénoménologique, inaugurée, on le sait, par Husserl avec les logische Untersuchungen, nous en venons à la question avec laquelle peut-être il eût fallu commencer. Qu'est-ce qu'un phénomène ? Et qu'est-ce qu'un phénomène en tant que phénomène ? Question redoutable à laquelle Husserl et Heidegger ont apporté des réponses variées et complexes, mais sous l'horizon de problématiques qui ne sont pas primairement, nous voudrions le montrer ici, celles du phénomène en tant que phénomène. Et à cette première question, il en greffe d'ailleurs d'autres, non moins redoutables. Peut-on dire, je continue la citation, qu'un phénomène est, west ou ist? Un phénomène se confond-il avec son essence, Wesen? Est-il ou n'est-il pas un étant, voire étant? Est-il quelque chose ou bien rien? Est-il déterminé ou indéterminé? Existe-t-il ou n'est-il que simple apparence destinée à se dissoudre par le travail de la réflexion? En quoi se différencie-t-il de l'illusion? En quoi faut-il distinguer entre l'apparaître du phénomène et le paraître de la pure illusion? Y a-t-il quelque chose comme de la pure illusion? Le phénomène est-il pensable comme tel sous l'horizon de la question de l'être? Et s'il l'est, est-il susceptible d'être épuisé par elle? Bon, dans cette citation, il y a toutes les questions qu'il faudra poser. Si en effet Richir reprend à Husserl le phénomène comme question, il passe cette question au crible de tout ce que Husserl et la tradition philosophique ont pu vouloir dire, ont pu poser comme thèse pour ceci. Et il est caractéristique que c'est en fait complètement à l'écart de Husserl que Richir va commencer à essayer de défricher cette question. D'une part, il n'est absolument pas question ici de vécu, et même de vécu intentionnel. Je vais reprendre ici les deux premiers axes par lesquels Richir a cherché à penser le phénomène. Le premier, c'est celui de l'apparence. Et le deuxième, c'est celui du monde, lorsqu'il pense le phénomène comme phénomène de monde. C'est donc d'abord la question de l'apparence qui sert à Richir de fil conducteur pour penser le phénomène, lorsqu'il interprète très tôt, c'est-à-dire dans sa thèse doctorale de 1973, mais publiée un peu plus tard sous le titre « Le rien et son apparence », c'est une thèse consacrée à Fichte et au jeune idéalisme allemand en général, on va y revenir, lorsqu'il interprète dans ce texte la réduction phénoménologique husserlienne comme une, je cite, « réduction à l'apparence ». Mais encore faut-il s'entendre sur le thème même d'apparence. Traditionnellement, on sait, ce terme désigne la manifestation sensible de quelque chose qui est et qui est censé se tenir en soi-même dans la vérité au-delà de ce qui apparaît. C'est dire que l'apparence s'articule étroitement à la question de l'être et de la vérité, mais pour s'y opposer frontalement. C'est que la vérité se comprend classiquement comme relevant de l'accord entre la pensée et ce qui se tient en soi-même comme son dehors, nécessairement au-delà de ce qui se montre ou se manifeste, au-delà du phénomène ou de l'apparence. Alors même que, paradoxalement, il n'y a aucun moyen d'accéder à ce dehors que la pensée elle-même. Raison pour laquelle il faut bien supposer qu'il y a des situations où l'apparence est comme susceptible d'être foudroyée par l'éclair. C'est comme ça que Richir aimait traduire Lichtung, l'éclair de la vérité. C'est dire que dans ce contexte, la question de l'apparence est nécessairement comprise comme celle de l'apparence de la vérité,
à savoir aussi comme celle de l'illusion. Il s'agit alors de comprendre comment il est possible de déjouer les ruses du mensonge et de l'illusion, de ce qui a l'air de se livrer comme le vrai pour s'acheminer progressivement vers la vérité. Or, il est caractéristique que dès le départ, donc dès sa thèse doctorale, Richir se place en porte-à-faux par rapport à cette interprétation traditionnelle. Pour lui, il n'est pas question d'envisager l'apparence dans le cadre d'une dialectique ou d'une logique de l'illusion où il s'agirait de dévoiler les jeux contradictoires de l'apparence dans son caractère illusionnant. Pas plus qu'il n'est question, dès ses premiers textes, de l'envisager dans le cadre d'une logique transcendantale où il s'agirait de montrer le caractère irréductible de l'illusion lorsque la pensée se prend elle-même comme objet. Lorsque Richir parle d'apparence, inauguralement, il la comprend d'emblée comme apparence en tant que rien qu'apparence. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est la première version du fameux phénomène comme rien que phénomène, qu'il finira par, une formule qu'il finira par frapper et par reprendre tout au long de ses travaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour Richir, penser l'apparence comme telle, et non pas comme l'apparence de quelque chose qui serait là et dont on suppose qu'elle donne lieu à l'apparence. Donc je vois ce verre ou je vois une image, voilà, l'image serait l'apparence, mais en tant qu'il s'agit de l'image de quelque chose qui est. Donc, penser l'apparence comme telle requiert la mise en œuvre d'une époquée radicale, d'une réduction absolument radicale qui met en suspens ce dont l'apparence apparaît. Donc ce fameux objet qui est supposé être à la source de l'apparence, pour ne prendre en vue que l'apparence dans son apparaître, juste voilà, l'apparition, le miroitement même de l'apparence. Ok, mais est-ce que c'est possible ? En tout cas, dit comme ça a l'air simple, mais les conséquences de cette thèse sont gigantesques. Tout d'abord, cela implique qu'il n'est plus possible de prendre l'apparence comme étant d'emblée individuée par l'objet dont il y a apparence. Oui, forcément, si je dis que je vois l'image ou l'apparence d'une pomme, eh bien, c'est une apparence déterminée. Pourquoi ? Parce que c'est l'apparence de cette pomme. Mais si nous n'avons plus l'individuation de cet objet intentionnel, dans le vocabulaire de Husserl, de quoi parle-t-on exactement ? Et ça va être finalement la question sans doute que se pose tout lecteur de Richir. De quoi finalement parle-t-on lorsqu'il parle de phénomène ? Ce qui conduit donc aussi à penser l'apparence comme une radicale non-identité à soi, c'est-à-dire également comme foncièrement indéterminée. Richir explique sur ce point. Si les apparences ont résisté avec tant de ruses, alors là il fait un jeu de mots, avec tant de ruses apparentes aux efforts de les réduire de la pensée classique, si la philosophie a été sans cesse suivie, comme par son ombre, par la sophistique et le scepticisme, c'est bien qu'il y a toujours dans les apparences ou dans les phénomènes quelque chose d'irréductible qui défie les pouvoirs de la raison, de l'identification non contradictoire, ou quelque chose qui n'est jamais que circulairement réductible dans l'implosion interne des paradoxes logiques. Fin de citation. Je cite ici un article, La vérité de l'apparence. Sans doute la meilleure référence si on veut saisir cette position de Marc Richir par rapport à l'apparence, puisque il prend le temps dans cet article de se situer par rapport à la pensée classique et il ne plonge pas directement dans ses propres termes, dans son propre vocabulaire, dans sa propre problématique. Donc, les apparences
ont ce statut paradoxal d'apparaître dans un mouvement de parution qui ne les réduit jamais à une seule apparence, où l'apparaître serait, pour ainsi dire, accompli ou résorbé. Je cite encore Richir. L'apparence n'apparaît classiquement comme fauteur de troubles, facteur d'instabilité, que dans la mesure où, justement, inapparente, sinon dans les troubles à l'ordre de l'être, elle ne trouble précisément celui-ci, l'être, que par la multiplicité originaire de son apparaître, par ses étranges pouvoirs de duplicité, d'ubiguïté, ou plutôt, pour ainsi dire, de multilocalité qui se confondent avec son insaisissabilité. On voit déjà dans ce texte le style proprement richirien. Donc ici, on est parti d'un concept, d'une notion tout à fait évidente, l'apparence, et on voit que dès que l'époquet se met en jeu, l'époquet qu'il va appeler bientôt l'époquet phénoménologique hyperbolique, voilà, nos points de repère commencent à se dissoudre. Ici, on partait de l'apparence classiquement pensée comme celle d'un objet, et on voit que cette apparence en vient à s'émietter, à se désindividuer et à ne plus être dissociable de l'illusion. Je précise d'ores et déjà, mais on va y revenir, que ce sera finalement le point de fracture de Richir, c'est de montrer que l'illusion se trouve au cœur de la phénoménologie, qu'il n'est pas possible de s'en débarrasser. Et en parlant d'apparence ici, la seule manière de gérer, de négocier l'illusion dont on ne peut pas se débarrasser, c'est de prendre, non pas de prendre ce que donne à voir l'illusion, mais tout le pari de Richir est de prendre l'illusion dans son apparence. C'est quoi l'apparence d'une illusion sans céder à son pouvoir illusoire? Ça, c'est la question de Richir. Voir comment apparaît une illusion comme illusion et non pas comme objet illusoire. Ça demande évidemment de déjouer les pouvoirs de l'illusion. Ça demande évidemment de jouer avec l'illusion, ce qui n'est possible que par un jeu conceptuel et un jeu stylistique. Toute la spécificité du style de Richir se trouve, à mon sens, ici. Un langage qui serait trop linéaire, un style qui serait trop équarri, ne parviendrait pas à jouer avec l'illusion elle-même. Si vous avez déjà ouvert les recherches phénoménologiques, vous voyez que c'est un de ces livres. Richir appelait les recherches phénoménologiques mon deuxième acte de naissance. Le premier, c'était un article de jeunesse. Et bien dans ce livre-là, il fonctionne en spirale. Et on ne comprend pas très bien où il veut en venir. C'est comme si c'était une pensée qui se reprend sans cesse, qui s'essouffle, qui se reprend, qui se tord dans tous les sens, à nous perdre littéralement. Mais c'est son pari fondamental d'essayer de devancer l'illusion et de la montrer. En toute rigueur de terme, le grand pari de Richir est de phénoménaliser l'illusion pour montrer que la phénoménologie ne peut être qu'une phénoménologie de l'illusion et non pas une phénoménologie illusoire. Voilà. Alors, bien sûr, tel est le paradoxe. Si l'apparence telle que cherche à la pensée Richir se situe à la lisière de l'absence et même de l'inapparent, tel serait le paradoxe, parce que de quoi parle-t-on, ça s'émiette, c'est pratiquement impensable, il serait absurde, et Richir le sait bien, de penser que l'apparence se confine simplement au régime de l'inapparent. L'apparence, comme il le dira dès sa thèse de 1973, comme rien qu'apparence, est en effet une apparence qui vient de rien. Pourquoi de rien ? Parce qu'aucun objet déterminé,
qui vient de rien et qui va vers le rien, comme le donne déjà à penser le titre d'un de ses premiers ouvrages, « Le rien et son apparence ». Vous vous rappelez que c'est le titre qu'il a donné à la partie sur Fichte publiée de sa thèse. L'apparence ne vient de rien et conduit à ce qui paraît au rien dont elle émerge, comme le son surgit au seuil du silence, me disait-il un jour à l'occasion d'un entretien. Le phénomène n'est donc pas un vécu intentionnel, mais une pure apparence qui s'émiette, qui est à la fois absente et présente, manifeste et inapparente, qui se dérobe et qui se donne, tout cela à la fois. Et on voit déjà ce qui fait la spécificité du phénomène richérien, c'est que le tout ne se trouve pas ni dans l'absence, ni dans la présence, mais dans le double mouvement entre les deux. Ici, je n'aurai pas le temps de vous détailler ceci, mais ce double mouvement qui fait la texture même du phénomène, Richir donnera un nom à cela. Ce mouvement de parution, disparition, alors il a plein de termes pour dire ça, enroulement, déroulement, excavation, voilà, il joue sans cesse avec des doublets conceptuels pour essayer de penser combien le phénomène n'est pas ni dans un sens, ni dans l'autre, ni dans l'être, ni dans le néant, mais dans le double jeu des deux, et c'est ce qu'il nomme le schématisme transcendantal de la phénoménalisation, c'est-à-dire le rythme non pas d'apparaître, ni de disparaître, mais le rythme d'apparaître-disparaître, de manifestation-disparition, d'émergence-retrait, d'entrée en présence, disparition. Voilà, ça, c'est la texture même du phénomène chez Richir qu'il pense inauguralement à partir de la notion d'apparence, et pas du tout à partir de la notion de vécu intentionnel. Ça, c'est le grand paradoxe de Richir. Il y a un deuxième point, un deuxième axe qui lui permet de penser le phénomène inauguralement, et là ça se complexifie un petit peu si c'était éventuellement possible, c'est la question du monde. Très tôt, Richir est toujours comme il a l'habitude de faire. Il lance des concepts, il lance des thèses qu'il n'explique pas de prime abord. Et très vite, dès le début des années 80, il va parler de phénomènes de monde. Alors, il va hésiter, et c'est significatif, sur l'orthographe. Parfois avec des tirets, comme pour dire qu'il s'agit d'une entité, parfois sans tiret. Les pluriels vont varier. Parfois un pluriel à phénomène, toujours un pluriel à monde, mais pas toujours... voilà. Non, les pluriels vont varier de temps en temps. Mais donc, parfois c'est un pluriel à phénomène, parfois il parlera de phénomène au singulier, de monde au pluriel, ou bien parfois... Comment ? Parfois il y a même des parenthèses. Et parfois il y a même des parenthèses, pour montrer que, voilà, biffer la mention inutile, enfin voilà, c'est selon le cas. C'est à vrai dire très tôt que s'esquisse cette ligne de la pensée richérienne, à savoir, encore une fois, dès l'époque de sa thèse, lorsqu'il associe la topologie propre de l'apparence, dont on vient de parler, à la problématique d'une cosmologie philosophique. Alors, ça c'est tout à fait mystérieux, c'est sans doute parce qu'il sortait de ses études de physique, ça le travaillait. Alors, ce que Richir vise par là, par une cosmologie philosophique, ne doit évidemment pas se comprendre comme une cosmologie au sens physique du terme. Il s'agit plutôt d'une métaphysique préalable sur laquelle seulement peut se fonder la compréhension scientifique de l'espace et du temps. Or, on le sait, dans la tradition moderne, la cosmologie s'est élaborée à partir d'une réflexion sur la sphère infinie.
Par mode de parenthèse, Richir a quelques textes très très précieux sur l'histoire de la cosmologie et sur une réflexion philosophique par rapport à la cosmologie dans ses soubassements métaphysiques. Non seulement quand il étudie Nicolas de Cuse, lorsqu'il étudie Giordano Bruno, le néoplatonisme, toutes ces pensées qui ne sont pas encore physiques mais qui rendent possible la physique moderne, la physique au sens moderne du terme. C'est cette réflexion sur la sphère infinie que Richir entend d'abord poursuivre, mais en creusant davantage la question, lorsqu'il demande dans quelle mesure cette sphère doit forcément se comprendre comme centrée. Soit à partir d'un centre unique, conçu au moins implicitement comme le regard divin, telle serait sa critique, mais qui n'est pas ici tout à fait inédite, soit à partir d'une infinité de centres, lorsque tout point est considéré comme un centre ou un point de vue, dans un espace dès lors forcément homogène et isotrope, qui répond à la fameuse formule de la cosmologie classique qui définit l'espace comme une sphère infinie dont le centre est partout et la périphérie nulle part. Donc ça, cette formule de la sphère, cette formule néo-hermétique de la sphère est ce qui est le soubassement même de la physique classique, mais qu'on ne trouve pas, on la trouve dans des écrits vraiment métaphysiques. Vous savez que ça vient du livre des 24 philosophes. Et ça ne définissait pas l'espace à l'époque, mais ça définissait Dieu. C'était une des 24 définitions de Dieu. Et Richir, donc, qui a publié une des premières traductions françaises commentées de ce livre des 24 philosophes, a écrit une très belle préface au livre des 24 philosophes, intitulée « Et Dieu se fit espace », où il étudie le passage du fait que la formule néo-hermétique que je viens de citer définit d'abord Dieu, et puis définit finalement l'espace, et devient le présupposé métaphysique de toute la physique classique moderne. Mais dans sa thèse, Richir rejoint ces questions à partir d'une lecture des grands post-kantiens, dont il entend interroger la cosmologie implicite. S'agit-il d'une cosmologie centrée, dont le centre serait le moi absolu, comme centre de rayonnement, c'est-à-dire comme origine de son activité infinie, traçant d'elle-même la sphère infinie de l'être absolu? On sait que c'est le cas chez le jeune Schelling, depuis le Vom Ich en 1795. Mais on sait aussi que c'est loin d'être aussi clair chez Fichte, tout au moins dans la première version de la doctrine de la science en 94-95. Puisque si le moi absolu y est certes conçu comme wirklich, il n'est pas réel. Donc, loin donc d'être un absolu absolument donné, comme fondement indubitable de toute réalité, il doit donc plutôt se penser comme l'horizon nécessaire à l'institution du savoir, et par là rendre possible, au moins implicitement, une cosmologie non centrée, selon la formule que Richir en vient lui-même à frapper, celle, attention, d'une sphère infinie dont la périphérie est partout et le centre nulle part. Je répète, une sphère infinie dont la périphérie est partout et dont le centre est nulle part. Bon, lorsque j'interrogeais Richir sur cette formule, il me disait « Oui, j'admets que c'est beau. » Mais c'était quand même un peu métaphysique. Je me suis laissé emporter, ajoutait-il encore, par mes élans de jeunesse, influencé par certaines avancées d'Einstein, en voulant reprendre la course avec Einstein, mais de mon côté, depuis ma partie de philosophe. Certes, c'est vrai, il y avait dans ce renversement de la formule, qui est pas mal quand même, il faut dire, quelque chose de beau, mais il y a un fondement extrêmement concret qui nous fait rejoindre ce que nous avons dit de l'apparence. C'est-à-dire que dès lors que l'apparence n'est plus individuée par son objet, qu'elle n'est plus dès lors du même coup déterminée complètement, mais qu'il s'agit
de quelque chose qui s'émiette selon le mouvement de parution-disparition dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le schématisme transcendantal de la phénoménalité ou de la phénoménalisation, eh bien, il n'y a plus de noyau. Il n'y a plus de noyau en phénoménologie, que ce soit celui du monde, que ce soit celui du moi, que ce soit celui de l'objet. Donc il faut penser le phénomène comme celui qui se déploie certes dans un monde ou dans des mondes, mais dans des mondes qui ne sont jamais qu'en imminence d'apparaître ou de disparaître. Donc toujours à la frange, disait-il, donc toujours à la périphérie. Dès qu'on est au centre, on est dans ce qu'il appellera plus tard l'institution. On a déjà institué, cadré les choses. On n'est plus dans le phénomène au moment même de sa parution-disparition. Donc voilà, cette formule a quand même quelque chose de concret, c'est qu'il essaie de rendre ici par des formules, là elle est bien frappée, cet émiettement du phénomène. Mais c'est par là d'ailleurs que Richir parvient à rattacher cette problématique cosmologique à l'une des avancées essentielles de la tradition phénoménologique, selon laquelle le phénomène doit se comprendre à partir de l'être au monde, où le monde ne se comprend plus comme la totalité des étangs, mais comme l'horizon à partir de quoi se déploient les êtres et les choses, comme horizon de conscience ou horizon d'être. La cosmologie philosophique trouve ici son ancrage phénoménologique, qui, comme horizon, trouve désormais son répondant concret dans l'expérience. Mais il n'empêche que si cette interprétation phénoménologique du monde permet d'ancrer la cosmologie philosophique au plus près de l'expérience, donc si cette cosmologie, selon la formule qu'on a rappelée, n'est plus à prendre comme une cosmologie ontique, mais simplement comme ce qui organise l'expérience sous l'horizon d'un monde, et ici en fait le monde étant pensé comme une pure périphérie, donc l'expérience à l'état naissant serait une expérience qui se déploie non pas sous l'horizon d'une unité, mais sous l'horizon d'un dispersement, d'une périphérie. Cette avancée presque métaphysique à l'aide de l'idéalisme allemand lui permet aussi de garder une certaine distance par rapport à la phénoménologie classique de Husserl et de Heidegger. Le monde doit se comprendre comme le corrélat d'une conscience, disait Husserl. Ce que Heidegger exprimait à son tour en expliquant que le monde est toujours mien. Alors, on sait que cette conception est problématique chez Heidegger et elle pose toute une série de questions. Mais cette idée d'une cosmologie décentrée permet à Richir de faire sa propre percée proprement phénoménologique. Lorsqu'il écrit, par exemple, toujours dans Phénomène, temps et être, il se pourrait que du point de vue phénoménologique, le rien sur lequel ouvre l'époquet, donc le rien qui constitue le noyau invisible et insensible et insituable de l'apparence, que ce rien sur lequel ouvre l'époquet soit précisément le monde lui-même. Par-delà l'égoïté ou l'ipséité. Donc plus de sujet ou de Dasein, de subjectivité transcendantale. Toujours conçu comme centre, fut-il extatiquement excentré. Et que ce rien se phénoménalise aussi comme rien que phénomène, selon ce qui serait le schématisme propre de la phénoménalisation. Alors évidemment, comme toujours, revient comme un leitmotiv notre question, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce qu'on parle de quelque chose de réel ? Et de la même manière qu'on s'interrogeait à propos de l'apparence en tant qu'apparence, on pourra se demander si cette conception du monde comme phénomène ne le réduit pas à un absent radical, où il n'y aurait plus aucun soi dans le champ d'un anonymat pur, la phénoménologie n'étant alors qu'une version raffinée du nihilisme. À cela, il faut répondre que le monde lui-même n'est pas plus constitué par la présence
de ce qui serait donné de manière panoramique et d'un seul coup à un regard surplombant que par l'absence absolue d'un néant. Le phénomène se constitue bien plutôt dans la trouée de présence creusée dans l'épaisseur d'absence du monde. Ainsi, comme l'explique Richir dans Phénomène, temps et être, je cite, « Le phénomène paraît toujours divisé, éclaté, espacé de lui-même, extasié entre l'épaisseur de présence et l'épaisseur d'absence, entre lui-même comme lieu de paraître immédiat d'une phénoménalité indifférenciée et miroitante, et lui-même comme absent au lieu de son essentialité. » Qu'est-ce qu'un phénomène, alors ? Richir répond, toujours dans Phénomène, temps et être, avec une formule lapidaire que je voudrais reprendre pour conclure cette partie sur le phénomène, parce que vous avez compris que le phénomène ici est plutôt le titre d'une question qui interroge le mouvement de l'apparence, de la vivacité du vécu, mais on pourrait dire plus tard avec Richir de la mobilité ou de la vivacité du Leib, de l'indéterminité de l'expérience, de l'insaisissabilité de l'imagination ou de la fantasia, mais tout cela, ce ne sont jamais que des variations sur un même thème qui se met en place très tôt dans son œuvre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce donc un phénomène ? Écrit-il dans Phénomène, temps et être. Les peintres, par exemple, le savent bien depuis longtemps. Et Constable le savait déjà, qui un jour a noté. Ce n'est pas une maison. C'est un matin d'été où il y a une maison. Un phénomène, poursuit Richir, c'est, dirons-nous, une phase de monde. Fin de citation. Phase de monde qui n'est pas évidemment une tranche, mais qui est une coupe toujours insaisissable, mais où quand même quelque chose, malgré tout, paraît sans apparaître. C'est de la parence, si on pouvait dire comme en espagnol, une parence, comme en nominalisant le verbe paraître, c'est une parence du monde dans son éclatement. C'est quelque chose qui surgit en se stabilisant plus ou moins, mais au moment où il se stabilise, disparaît et se dérobe à notre regard. C'est une phase de monde. Ce qui veut dire aussi que tout phénomène fonctionne comme un Dasein, dira-t-il encore. Il n'y a plus de centre unique, il y a des centres locaux, il y a des prises de vue partielles, il y a des chemins toujours singuliers. Ce qui posera d'ailleurs la question de savoir ce qu'il en est du statut du moi et de l'ancrage dans un lieu particulier. Ça, c'est une autre question qu'il faut poser à Richir, mais qui, pour lui, symptomatiquement, ne relève pas de la phénoménologie. Tout ce qui est stabilisé, déterminé, pensable, cela relève de ce qu'il nomme, à mon sens, de manière un petit peu trop large et trop confuse, du coup, l'institution symbolique. L'institution symbolique. Voilà. Le phénomène est le titre d'une question, et il me reste un peu de temps pour vous parler de la question du sens de la phénoménologie transcendantale. Je le ferai cette fois-ci sans note. Pour aller directement au cœur du sujet. Comme pour le phénomène, le terme de transcendantal n'est pas d'emblée défini chez Richir. Il fonctionne comme à l'accoutumée, en lançant un concept, une notion qu'il va sans cesse travailler et affiner, au début sans vraiment se donner la peine de circonscrire le concept qu'il mobilise et qu'il convoque.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi, bien sûr, mais il aime, et c'est une manière de travailler qu'il a, de jouer avec des concepts qui, au départ, ne sont pas complètement déterminés. Le terme transcendantal, au début, il le prend tout simplement dans son sens critique. Ce sur quoi, d'ailleurs, après, il s'en mordra les doigts. Il le prend de manière très classique, selon sa définition kantienne, c'est-à-dire est transcendantal, ce qui relève des conditions de possibilité a priori d'un objet de la connaissance. Pour Kant, ça, il laisse tomber. Mais des conditions de possibilité a priori, disons, de l'expérience, en général. Pas de la connaissance. Il fait de la phénoménologie au sens plus large et ne s'intéresse pas uniquement à la connaissance. Donc il faut remonter à ce qui rend possible l'expérience. Ça, pour lui, de manière très simple, c'est le sens d'une philosophie transcendantale. Mais comment on fait ça ? Remonter, faire cette démarche régressive jusqu'à ce qui rend possible l'expérience, étant donné que cette démarche régressive est déjà de l'expérience. Ça, c'est la question transcendantale classique. Et ce sera avec Fichte, ce grand oublié, à mon sens, des études richériennes, parce que c'est Fichte qui offre la clé, télémathèse en tout cas, de toute l'architectonique richérienne, qu'il va faire ses premières armes. Si c'est Husserl, ai-je l'habitude de dire, qui a donné le coup d'envoi, l'aimantation, l'aspiration, l'éros propre à la phénoménologie richérienne, c'est Fichte qui a fourni la première assise, la première Grundlage, pourrais-je dire, avec un petit jeu de mots, à la pensée richérienne elle-même. Alors chez Fichte, je le rappelle brièvement, parce qu'on va voir comment Richir moule sa pensée dans celle de Fichte pour s'en écarter au moment tout à fait crucial et stratégique qui marque sa propre spécificité architectonique. Chez Fichte, je rappelle, on commence, donc je parle ici de la première version de la doctrine de la science, 1794-95. On commence par poser les fameux principes initiaux de la doctrine de la science, moi égale moi, moi est différent de non-moi, et puis l'identité des deux. Ces fameux principes qui ont fait couler tant d'encre, parce que justement, Fichte les balance comme ça, sans dire d'où il les tire. D'où le grand débat qui a fait couler tant d'encre avec les querelles mémorables de Filonenko et du Pertillette sur l'intuition intellectuelle, en ces mêmes murs, notamment il y a quelques 30-40 ans. Donc comment est-ce qu'on accède à ces premiers principes ? Bon, la question, on le sait aujourd'hui, avec les études fichtiennes, était mal posée. Parce que le trajet de la doctrine de la science consiste à poser ces principes, ensuite à les travailler, puisqu'on arrive à la question, donc le troisième principe qui est le point de départ, l'Ansatz, qui consiste à dire que un moi pose un non-moi qui le limite, donc qui le limite lui-même, donc il y a une sorte de formule qui dit la représentation quelque part. Donc voilà, on a un non, il y a l'articulation d'un moi et d'un non-moi. En clair, hein, quand je perçois quelque chose, j'ai toujours l'impression que je perçois quelque chose d'autre que moi, et pourtant c'est bien moi qui le perçois. Voilà. Et je sais que c'est moi qui le perçois, et je sais que c'est moi qui perçois quelque chose qui n'est pas moi. Voilà, ça c'est l'équation de base qu'il faut essayer de comprendre depuis ses racines. Et Fichte commence par une analyse régressive qui va le conduire à aller fouiller les arcanes de la conscience de plus en plus profondément, jusqu'à tel point qu'il va se rendre compte qu'on ne peut pas
rendre compte du savoir sans rendre compte du même coup du savoir du savoir. Comment il en arrive là? C'est qu'il se dit que lorsque je vois la représentation, donc cette articulation d'un moi et du non-moi, pour en rendre compte, pour essayer de comprendre ce qui se passe, je vois qui entre, qui intervient ce qu'il appelle l'activité indépendante, pour commencer. Et cette activité indépendante finit par être reliée à l'activité même du moi philosophant qui essaye de penser cette formule de la représentation. Donc tout ça en vient à être mêlé l'un dans l'autre. Et donc pour Fichte, impossible de penser le savoir sans penser en même temps le savoir du savoir. Je le note en passant. Ce point-ci est le point de départ d'une des thèses architectoniques fortes de Richir, qu'il n'est pas possible de faire une théorie transcendantale de la méthode qui soit indépendante. Donc on ne peut pas dire voilà comment fonctionne la phénoménologie et puis faisons-la. Ou bien faisons-la sans vraiment nous poser la question de qu'est-ce que je suis en train de faire. Non, le savoir, une analyse du savoir est toujours en même temps une analyse du savoir, et inversement, l'analyse du savoir est aussi toujours une... Enfin voilà, les deux sont intrinsèquement liés, donc la phénoménologie est toujours une phénoménologie de la phénoménologie, mais dès lors que je fais une analyse, que j'essaye de m'interroger sur les principes de la phénoménologie, je serai toujours reconduit à des analyses concrètes. Donc vous voyez cette articulation complexe. Quoi qu'il en soit, chez Fichte, on en revient jusqu'au fondement, qui devient du coup fondement tout à la fois du savoir et du savoir du savoir. Alors chez Fichte, ça se trouve dans ce qu'il appelle l'imagination transcendantale absolument productrice et le choc, le fameux Anstoß. Peu importe ici. Et c'est à partir de là que Fichte entend reconstruire, à partir de ce fondement absolu, indubitable et certain, qu'il entend reconstruire le savoir et le savoir du savoir de manière absolument absolue et certaine, désormais consolidée par cette vivacité du sol ultime que sont l'imagination et l'Anstoß. Mais toute la problématique se trouve dans ce passage par le fondement. Est-ce qu'on peut tout simplement partir, c'est ce que fait Fichte, des principes qu'on pose au départ comme des exigences, remonter jusqu'au fondement, ensuite, à partir du fondement, reconstruire le tout et retrouver, les premiers principes initiaux désormais assurés de leur validité. Vous voyez ? Donc, est-ce qu'on peut faire juste un aller-retour en étant passé juste là comme ça par une espèce de fond absolument certain qui est vraiment un fond, le choc et l'imagination transcendantale, qui nous permettent ensuite vraiment de retrouver l'évidence, la clarté, l'apodicité de tout ce qu'on avait posé de manière hypothétique au départ. Et c'est là que Richir intervient. Fichte dit oui. Et Fichte dit oui, bien sûr, tout au départ, nous avions... Tout au départ, toute notre démarche était guidée par une illusion. Une illusion, il ne pouvait en être autrement, puisque nous n'avions pas encore atteint le fond même de l'activité du moi. Mais cette illusion, explique Fichte, est une illusion bienfaisante, qui va nous permettre ensuite de remonter et de transformer l'illusion bienfaisante tout simplement en vérité assurée d'elle-même. Et c'est là que Richir intervient. Non. Impossible impossible de boucler la boucle, impossible que le serpent se morde la queue pour retrouver finalement une assurance de la vérité. Il faut penser que l'illusion est irréductible. Donc il déconstruit tout Fichte. Mais il en garde la substance.
à savoir que dans sa phénoménologie transcendantale, dans sa méthodologie, il part de principes qu'il pose, sans qu'on puisse vraiment bien les expliquer, en redescendant jusqu'à leurs conditions de possibilité, le plus loin possible. Et puis, à partir de là, on essaye de reconstruire quelque chose, mais à la différence de Fichte, cette reconstruction n'a plus aucune prétention à une quelconque indubitabilité, à une quelconque véracité. Alors, quel est le statut de ce qui est proposé ici ? Moi, j'ai proposé un terme pour dire cela. On a beaucoup débattu, par exemple, avec Alexander Schnell sur cette problématique. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de construction ? À partir du moment où, si on descend dans les profondeurs de la conscience et puis qu'on essaie finalement, à partir de là, d'en rendre compte et de créer, de montrer quelque chose sur le système même de l'expérience, est-ce que tout ce qu'on montre, c'est de la construction ? Alors évidemment, Alexander Schnell donne un autre sens à ce mot construction qui n'est pas de la pure construction spéculative. Moi, j'ai proposé le terme de composition. Composition parce que, c'est parce que je suis musicien peut-être d'abord, et que je suis compositeur en plus, mais parce que dans le terme composer, il y a l'idée d'une part de certaines règles qu'il faut respecter. On n'invente pas n'importe quoi. On travaille avec un matériau, on travaille avec une certaine structure, avec des éléments de base qu'il faut articuler de manière sensée et de manière qui ne soit pas complètement folle, qui fasse sens, pour le dire en un mot. Mais composition, parce que aussi ça donne libre jeu à une certaine créativité, où il ne s'agit pas simplement de rendre compte de ce qui est de manière transparente en s'effaçant soi-même complètement. Richir, dans des textes des années 80, disait « Mais finalement, notre objectif ici n'est pas donc de dire la vérité, mais c'est de montrer notre esprit. » Formule frappante, quelque part. Tu pourrais répéter ? Montrer notre esprit. Voilà. Et la troisième chose qu'on trouve dans le mot composition, c'est le terme de jeu qui est lié à la musique. Et je pense qu'il y a ça chez Richir, une connotation de jeu. Il en a beaucoup parlé à propos de Winnicott. Penser ici devient un jeu, non pas au sens frivole du terme, mais au sens de créativité, d'agencer des choses, d'essayer de mettre la pensée en mouvement. Voilà, ça, à mon sens, c'est le grand trajet de la philosophie transcendantale chez Richir. Je